notre deuxième session de la formation qui vous a été normalement offerte par le CEDOC. Bon, durant la première session, pour vous rappeler, c'était essentiellement une introduction à la suite qui a été donnée par, qui a été offerte également par le CNRST aux différents chercheurs marocains. Et c'était essentiellement une discussion relative aux différents services auxquels on peut accéder à travers la plateforme Web of Science. D'accord? Et la dernière fois, on s'était fixé des objectifs de formation. La première, comme je l'avais dit, c'était une session de formation à travers laquelle on avait fait une présentation globale des différents services auxquels nous avons accès. Et puis, cette deuxième session sera essentiellement axée sur l'utilisation de la plateforme Web of Science, essentiellement pour la recherche bibliographique. Normalement, chacun de nous est en train de faire un sujet de recherche, est en train d'entretenir un sujet de recherche. Et en entretenant un sujet de recherche, la première des choses à faire, c'est de se positionner dans ce champ de recherche. Et pour bien se positionner dans le champ de recherche et avoir un bon démarrage de notre travail de recherche, il faudra bien évidemment donner une très grande importance à la recherche bibliographique. Parce que lorsque vous ne donnez pas trop d'importance aux différents travaux qui ont été réalisés auparavant et à la façon dont la recherche est actuellement entretenue, vous aurez un énorme problème de produire une recherche de qualité. D'accord? Donc c'est pour cela que cette séance-là sera une séance fondamentale pour que nous puissions démarrer tous ensemble notre travail de recherche de manière, je dirais, exacte, correcte, et qui peut bien évidemment nous permettre d'avoir l'ouverture de quelques autres opportunités qui permettront bien évidemment d'exceller à l'échelle, je dirais, locale, nationale et internationale peut-être. D'accord? Et puis, la troisième session, c'est ce qui viendra après. Et la quatrième session sera la session finale à travers laquelle on va voir quelques techniques de gestion de la bibliographie que nous allons, je dirais, collecter. Alors maintenant, on va parler essentiellement de l'utilisation basique. Regardez, je ne vais pas traiter l'utilisation avancée de Web of Science, ça sera l'utilisation basique. Et au fur et à mesure que vous allez utiliser basiquement la plateforme Web of Science, vous allez pouvoir avancer, je dirais, et développer de nouvelles techniques, de nouveaux réflexes pour que vous puissiez avoir une recherche bibliographique pertinente en utilisant cette plateforme-là. Ce que vous devriez noter, c'est qu'actuellement, il n'y a pas uniquement Web of Science qui détient et qui maintient la majorité de l'information scientifique. Certes, comme je l'avais dit la dernière fois, le Web of Science, il va vous permettre d'accéder à une certaine recherche qui est de qualité, mais il y a certainement d'autres bases de données que vous devriez également, je dirais, fréquenter pour que vous puissiez avoir une vision générale, une vision globale sur les travaux qui sont actuellement réalisés dans votre domaine de recherche. Et actuellement, en fait, lorsqu'on fait une recherche, comme je l'avais dit auparavant, en premier lieu, en débutant ma présentation, la tâche la plus importante et la tâche la plus pénible qu'un chercheur devrait entretenir, c'est de faire une recherche bibliographique. Et lorsque vous faites de la recherche bibliographique, il ne faut pas en fait, s'intéresser à tous les documents qui sont publiés. Il faudra s'intéresser essentiellement, premièrement, aux documents que vous allez juger fondamentaux pour l'établissement de votre recherche. Et puis après, vous allez devoir vous intéresser aux différents documents qui sont connectés à ces documents fondamentaux. Quand je dis documents, c'est essentiellement des travaux de recherche. Okay? Et vous allez pouvoir tirer les différents détails pour que vous puissiez établir un bon plan de recherche. Et ce travail-là, c'est un travail qui consomme beaucoup de temps. Et la dernière fois, je vous ai dit que le temps, c'est une chose essentielle pour avancer très rapidement dans la recherche. Et à ce niveau-là, normalement, il faudra que vous appreniez à utiliser un protocole de recherche, un protocole de recherche bibliographique essentiellement, pour que vous puissiez tirer profit de toute la documentation, de toute la littérature scientifique qui est existante actuellement sur le web, sur Internet. Et ce protocole-là, normalement, le protocole, je vais le citer, le voilà. Il faudra choisir la bonne base de données, premièrement. Lorsque vous choisissez la bonne base de données,
ben, vous allez vous offrir, je dirais, le prestige de gagner du temps pour bien avancer votre recherche. Et vous allez également vous offrir le prestige d'avoir accès à des articles de qualité. Actuellement, je ne fais pas de la publicité au Web of Science, mais je vous dis qu'il faudra que vous utilisiez la bonne base de données pour que vous puissiez, je dirais, démarrer une bonne recherche. Puis, lorsqu'on fait de la recherche sur une base de données quelle qu'elle soit, sur Google par exemple, comment vous faites la recherche sur Google? Oui? Est-ce que tout le monde utilise des mots-clés lorsqu'il fait sa recherche sur Google? Ou vous utilisez uniquement des phrases, des termes qui se succèdent? Bon, normalement, Google, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous entrez une requête de recherche au niveau de la barre de recherche, pour lui, même si vous allez saisir une phrase entière, il ne va pas la considérer comme étant une phrase si vous n'utilisez pas quelques techniques reconnues par Google pour qu'il puisse dire que ceci est une phrase complète. Lorsque vous saisissez une suite de mots, il va considérer chacun des mots un mot-clé. Il va essayer de faire la recherche en considérant chacun des mots un mot-clé. Mais par exemple, lorsque vous faites une suite de mots et que cette suite de mots est entre guillemets, Google va considérer que cette suite de mots, c'est une phrase à rechercher en totalité. D'accord? Bon là, c'est ce qu'il faudra faire également lorsque vous allez utiliser une base de données de recherche bibliographique. Il faudra, premièrement, maîtriser les mots-clés, mais également, il faudra maîtriser les techniques de recherche utiles pour tirer les bons papiers à partir des mots-clés que vous allez utiliser. Et puis, dans chacune des bases de données, présentes sur Internet et qui offrent l'accès à des papiers scientifiques, il y a la possibilité d'utiliser des filtres. Et donc, lorsqu'on filtre l'information, on essaye de tamiser les éléments qui sont sortis à partir de notre première recherche pour que nous puissions avoir uniquement les éléments qui nous paraissent pertinents. Donc, les éléments qui nous paraissent essentiels, les éléments qui nous paraissent très importants. Et par exemple, je vous donne également l'analogie avec Google. Par exemple, lorsque vous faites une recherche, parmi les techniques pour filtrer la recherche que vous avez faite sur Google, c'est par exemple le trier par date, d'accord? Ou trier par pertinence. Les mêmes techniques de tri et de filtre, je dirais de filtrage, sont présentes sur les bases de données bibliographiques, en l'occurrence le Web of Science. Et puis, si vous vous souvenez très bien, la dernière fois, je vous ai parlé du travail ingénieux qu'a fait Eugene Garfield, et lui, qu'il avait pu créer un petit réseau qui connecte les différents papiers qu'il était en train de lire lorsqu'il faisait ses travaux de recherche. Ben, le Web of Science, il va vous permettre de vous localiser actuellement lorsque vous allez démarrer votre recherche et à partir des documents auxquels vous vous intéressez, il va vous permettre de vous localiser dans le champ de recherche actuel et dans son développement, juste en vous donnant une idée sur le réseau de citations qui est connecté au papier que vous avez téléchargé, que vous êtes en train de traiter. Et puis finalement, lorsqu'on fait de la recherche, c'est un processus qui est continu. C'est un processus qui ne s'arrête pas uniquement lorsqu'on fait notre petite recherche bibliographique. C'est pour cela que le protocole que vous avez suivi pour faire votre recherche bibliographique, lorsque vous avez choisi les mots-clés, lorsque vous avez choisi les filtres, lorsque vous avez choisi les tris, ben, en fait, tout ce protocole que vous avez suivi, vous n'êtes pas censé le perdre du jour au lendemain. Donc il faudra que vous le sauvegardiez pour que vous gardiez une trace premièrement de la recherche précédente que vous avez réalisée. Par exemple, on est en début de travail de recherche, c'est par exemple la première année de notre projet de recherche. Durant les premiers mois de la recherche, du projet de recherche, on a fait une recherche bibliographique. Et on avait choisi un certain type de mots-clés et on avait choisi un certain type de filtre et un certain type de tri. À la base, lorsqu'on commence un projet de thèse, on n'est pas vraiment affûté et on n'est pas vraiment accoutumé au domaine dans lequel s'insère notre projet de recherche. Mais au fur et à mesure que nous travaillons, au fur et à mesure que nous nous renseignons à propos de ce domaine de recherche, on gagne, je dirais, un certain lexique, un certain vocabulaire spécifique au domaine de recherche qui nous permet d'intégrer de nouveaux mots-clés qui sont utilisés dans les différents travaux de recherche qui sont en relation avec le nôtre.
Et ainsi, en gardant votre première recherche, vous allez pouvoir revenir à votre première recherche pour faire quoi? Pour la réitérer, donc pour la remettre à jour et tout simplement garder uniquement la dernière version des travaux de recherche que vous avez, je dirais, de la recherche bibliographique que vous avez réalisée sur le Web of Science, puisqu'on parle aujourd'hui du Web of Science. Maintenant, pourquoi c'est essentiel? C'est essentiel parce que un travail de recherche, ce n'est pas un travail de recherche qui devrait commencer du jour au lendemain. Un travail de recherche, c'est un processus gaussien. C'est un processus qui, comme notre vie, suit la courbe normale de Gauss. Et au début de tout travail de recherche, au début de tout champ de recherche, je dirais, en fait, on commence par un très faible nombre de publications. Après un certain moment, lorsque les chercheurs vont s'intéresser de plus en plus à ce champ de recherche, on aura une augmentation exponentielle du champ, en fait, du nombre de publications dans ce champ de recherche. Et après un certain moment, c'est une loi normale, on aura un déclin du nombre de travaux de recherche relatifs à ce champ de recherche, ce qui signifie que ce champ de recherche est en cours de sénescence, est en cours de mort. D'accord? Là, c'est pour cela que, en fait, j'étais en train de vous dire de suivre ce protocole-là, quoi qu'il pourrait être amélioré par vous-même, parce que lorsqu'on fait ce type de travaux, donc dans un champ de recherche bien déterminé, il serait bien d'entamer un travail lorsque le champ de recherche dans lequel s'insère notre travail est en croissance exponentielle. Parce que lorsqu'on est dans cette phase-là, on aura plus d'opportunités de publier, on aura plus d'opportunités de financement et on aura plus d'opportunités d'arriver à des résultats qui sont, je dirais, significatifs, qui ont un très grand impact. Et si on arrive à des résultats qui ont un très grand impact, on serait des auteurs qui ont un grand impact. Mais lorsque vous faites de la recherche bibliographique, vous êtes censé normalement détecter la phase exponentielle de la recherche de la phase de sénescence. Ok? Si vous trouvez, après votre analyse bibliographique, vous trouvez que ce champ de recherche est en cours de sénescence, est en cours de mort, normalement, ce n'est pas vraiment quelque chose de très important, sauf si il y a des questions fondamentales auxquelles on n'a pas pu répondre. Par exemple, il faudrait qu'il y ait un détail pour comprendre un processus physique, un processus chimique ou biologique, et qui n'a pas été démontré durant la phase exponentielle du champ de recherche. Là, il faudra sacrifier, je dirais, son temps, essentiellement, parce que nous n'allons pas trouver beaucoup de personnes qui travaillent sur le même sujet. Et il faudra également, je dirais, bien travailler ces projets de recherche pour gagner largement de financement. Parce que sinon, on aura du mal à avoir des financements et on aura du mal à arriver à des résultats pertinents parce que la communauté scientifique exprime un désintérêt cette fois-ci par rapport à ce champ de recherche. C'est ce que vous avez vu auparavant lorsqu'il y avait les disques vinyles. Les disques vinyles ont été supprimés, plus de recherches scientifiques relatives à l'enregistrement de l'information dans les disques vinyles. Il y a eu les floppy drives ou les floppy disks. Il y a également, après les floppy disks ont été éliminés, plus de recherches relatives aux floppy disks. Actuellement, la dernière transition, c'était relativement à ce domaine technologique, c'est que auparavant on faisait de la recherche sur les disques durs pour pouvoir améliorer leur capacité de stockage et leur rapidité de nous relivrer l'information. Ce n'était plus le cas parce qu'il y a eu la création des disques SSD. Actuellement, il y a des biologistes qui sont uniquement à ce niveau-là et qui sont en train de tester est-ce qu'il y a possibilité d'enregistrer de la musique, d'enregistrer des photos, d'enregistrer des choses qui sont électroniques dans de l'acide désoxyribonucléique, donc de l'ADN. Donc il y a des équipes qui travaillent surtout en Angleterre, qui travaillent sur cela, et il y en a d'autres qui ont même pu créer un petit microprocesseur à base d'ADN qui pourrait faire des calculs réalisés par des microprocesseurs d'ordinateur. Voilà, donc là, vous comprenez pourquoi c'est très important de faire une bonne recherche bibliographique pour, je dirais, bien avancer dans la recherche que nous sommes en train d'entretenir. Lorsqu'on veut choisir une bonne base de données bibliographique pour faire notre revue de littérature,
et donc pour rester dans l'état de l'art de notre champ de recherche, il faudra que cette base de données bibliographique, je dirais, assure aux chercheurs 3 caractéristiques essentielles. Bon, lorsqu'on fait de la recherche de données, vu, je dirais, l'énorme tas et l'énorme volume d'informations qui est produite chaque jour sur l'Internet, il faudra que la base de données bibliographique ait une bonne organisation. Parce que la bonne organisation permettra aux chercheurs, premièrement, d'accéder très rapidement à l'information qu'il est en train de rechercher, et deuxièmement, de gagner du temps lorsqu'il essayera à accéder à cette information qu'il recherche. Donc, c'est à ce point-là que j'évoquerai le niveau de l'organisation des données. Ben, si vous entrez par exemple dans Google Scholar, est-ce qu'il y a une bonne organisation des données? Vous voyez très bien qu'à un certain moment, vous vous apercevez qu'un article que vous avez déjà vu au niveau du haut de page des résultats, en fait, il est repris également au niveau du bas de page des résultats. Et là, en fait, ça prouve que dans le Google Scholar, sur le Google Scholar, il n'y a pas vraiment un très grand niveau d'organisation. Et là, on retrouve essentiellement la redondance. Et le fait qu'il y ait redondance, ce n'est qu'une perte de temps double. Deuxième des choses, c'est, je dirais, la pertinence des données. Par exemple, je donnerai également l'exemple de Google Scholar parce que c'est la base de données académique qui est la moins organisée et la moins pertinente actuellement. En fait, la pertinence des données, elle est très importante. Et lorsqu'on parle de données pertinentes, lorsqu'on fait de la recherche scientifique, c'est essentiellement les données qui ont un grand impact. Et lorsque je parle de grand impact, je ne parle pas du facteur d'impact. Ça, c'est un autre sujet. Lorsque je parle de données qui ont un grand impact, c'est 2 choses essentielles. Ce sont des données qui sont issues d'articles qui sont très cités. D'accord ? Et puis, ce sont des données qui ont été très utilisées également. Des fois, on peut utiliser les données d'un certain nombre de documents qui ont été publiés. Et ce sont des données qui sont publiées de manière indépendante de l'article. Parce qu'actuellement, si vous le constatez, sur les bases de données ainsi que chez les éditeurs, on demande aux auteurs de donner les données de manière indépendante par rapport aux publications. Et là, il y a des auteurs qui publient uniquement les données indépendamment des publications et on peut citer la source des données sans citer la publication dans laquelle on avait traité les données. D'accord ? Et puis, l'utilisation des données également, elle est importante lorsque on utilise une base de données. Les bases de données ont des algorithmes qui permettent le calcul de l'utilisation des articles et des données à l'aide du comptage ou de la comptabilisation du nombre de clics des utilisateurs pour que ces utilisateurs accèdent au full texte des documents. Et là, on peut considérer, lorsqu'on voit ces données-là, donc les données d'impact, on peut considérer que les papiers que nous sommes en train de lire ou les données que nous sommes en train d'utiliser, ce sont des données qui ont un grand impact dans notre sujet de recherche. Et c'est ces données-là, les données d'impact, que nous devrions retrouver au niveau des bases de données pour que nous soyons, je dirais, à l'aise et tranquilles relativement aux papiers que nous sommes en train de lire et pour s'assurer que ces papiers-là sont vraiment pertinents pour notre recherche. Et puis finalement, la base de données que vous utilisez pour trouver les papiers que vous êtes en train de rechercher, c'est une base de données qui devra être fiable. Et lorsqu'on parle de la fiabilité des bases de données, c'est en général une question qui se pose. C'est, est-ce que la base de données a certaines règles pour qu'elle puisse insérer, pour qu'elle puisse accepter, pour qu'elle puisse admettre que les articles qu'elle va offrir aux utilisateurs de la base de données sont des articles de bonne qualité ou de mauvaise qualité. D'accord ? Maintenant, lorsque vous entendez parler de Scopus et de Web of Science, puisque la vocation de tout chercheur ici au Maroc en général, c'est de publier
des articles indexés soit dans le Web of Science, soit dans Scopus, pour qu'on puisse bien évidemment soutenir la thèse. Pourquoi on vous demande cela? Parce que tout simplement, la base de données Scopus et la base de données Web of Science sont des bases de données qui contiennent des données qui sont fiables. Parce que les données qu'on va retrouver au niveau de ces bases de données scientifiques, ce sont des données qui ont passé par un certain processus de sélection. Et le fait qu'il y ait ce processus de sélection assure qu'il n'y a pas la totalité, je dirais, de l'information scientifique, qu'elle soit de mauvaise qualité ou de bonne qualité au niveau de la base de données. C'est uniquement, en général, l'information scientifique qui est de bonne qualité. Et si votre article est indexé dans un... plutôt, votre article est publié dans un journal indexé par la base de données, c'est-à-dire que votre article, c'est un article de qualité. Et donc, à ce moment-là, on considère que vous méritez de soutenir votre thèse. Donc voilà, 3 éléments essentiels lorsque vous choisissez la base de données. C'est que cette base de données doit être bien organisée pour vous faciliter l'accès aux données. Il faudra que cette base de données vous offre essentiellement des données et des articles qui sont pertinents, essentiels à votre recherche. Et puis, il faudra que ces articles pertinents soient également des articles qui ont, je dirais, passé un processus de sélection, et donc les données qu'ils contiennent doivent être fiables pour que vous puissiez les utiliser sans dévier votre objectif, je dirais, de recherche. Voilà, donc là, en parlant de l'organisation essentiellement, bon, je reviens. En parlant de l'organisation, ici, vous voyez très bien que je dirais la page d'accueil du Web of Science est une page d'accueil qui est relativement simple. Elle est relativement simple, mais il vous permet de commencer une bonne recherche parce qu'elle vous donne toutes les options possibles pour faire votre requête de recherche et avoir un retour qui est, je dirais, pertinent et exact par rapport aux mots-clés que vous avez utilisés, par rapport en fait à la durée à la durée des publications à laquelle vous êtes en train de vous intéresser. Et puis, elle vous donnera également la possibilité, bon, là je ne pense pas que vous voyez très bien parce que moi je ne vois pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Normalement c'est... Bon, c'est pas grave. Bon, ici, à ce niveau-là, normalement, ça vous permet de choisir l'un des index de la Core Collection du Web of Science. Okay, donc ça vous permet également de choisir la partie du Web of Science dans laquelle vous voulez faire votre recherche pour avoir les informations dont vous avez besoin. Maintenant, la deuxième des choses que j'avais notées tout à l'heure, c'était il faudra maîtriser les mots-clés. Et lorsque je vous dis il faut maîtriser les mots-clés, en fait, il faudra que vous ayez, je dirais, l'aptitude d'acquérir tout nouveau mot-clé que vous allez retrouver dans une publication relative et en relation à votre champ de recherche. Lorsque par exemple vous travaillez sur les nanosciences, et lorsque vous travaillez essentiellement par exemple sur les molécules nano délivrées ou la nano-servie au tissu, il faudra que vous ayez, je dirais, un index de tous les mots-clés qui sont utilisés dans les travaux de recherche qui sont relatifs à ce domaine qui est normalement à cheval entre la chimie et la pharmacologie et la médecine également, pour que vous puissiez toujours trouver les recherches pertinentes et les travaux qui sont essentiels pour l'avancement de votre projet de recherche. Et ça, c'est un travail à faire et à refaire parce que c'est un entraînement et parce que vous savez très bien, comme on vient de le dire, les champs de recherche, ce sont des champs essentiellement en perpétuelle évolution. Ça commence de zéro et ça finit également au niveau d'un zéro parce qu'il n'y aura plus de publications. Et au cours de l'évolution d'un champ de recherche, c'est essentiellement à cette phase-là qu'il y aura la naissance d'un certain lexique relatif à ce champ de recherche. Et ce lexique-là, il contient la majorité des mots-clés que vous allez pouvoir utiliser pour trouver les bons documents. Sauf que nous sommes des humains et on ne peut pas
normalement retenir tous les mots-clés qu'on va lire au niveau d'un article scientifique. C'est pour cela qu'il faudra lire les mots, en fait, retenir les mots-clés qui ont les caractéristiques suivantes. Les mots-clés, premièrement, ce sont des mots, des termes qu'il faudra utiliser. Et lorsqu'on les utilise, il faudra qu'ils aient deux caractéristiques. La première, c'est que le mot-clé utilisé ne doit pas être trop inclusif. Quand je dis mot-clé trop inclusif, ça veut dire un mot-clé qui n'inclut pas, je dirais, la totalité de l'information que vous êtes en train de chercher et de ne pas chercher. Parce que par exemple, si vous êtes en train de rechercher quelque chose qui est relative à quoi? Aux maladies cardiovasculaires, on ne va pas s'intéresser à mettre au niveau du champ de recherche biologie. Okay? Parce que c'est trop inclusif. Et par exemple, lorsque vous êtes en train de rechercher, je dirais, le comportement d'une molécule dans l'espace et essentiellement dans un milieu qui est par exemple acide, je ne vais pas dire molécule dans le milieu acide, parce que là, c'est également trop inclusif. Ça va vous donner toutes les molécules dans tous les milieux acides, par exemple. Et il ne faudra pas également que le terme soit trop limitatif, donc trop limitant dans la recherche. Par exemple, il ne faudra, en fait, je dirais, à cet exemple-là, je dirais qu'il ne faudra pas que le mot-clé soit trop spécialisé. S'il est trop spécialisé, ça va vous donner quelques travaux de recherche, alors qu'à ce niveau-là, vous êtes en train de faire une revue de littérature, et lorsqu'on fait la revue de la littérature, on n'est pas en train de rechercher les papiers qui sont très spécialisés dans le domaine de recherche. D'accord? Et puis, le Web of Science, en fait, c'est une plateforme qui a pu développer un algorithme dépendant de l'intelligence artificielle. Et cet algorithme-là, il va prendre tous les documents dans un champ de recherche et il va essayer de tirer tous les mots-clés qui ont été utilisés par les auteurs de ces documents. Et il va utiliser tous les mots qu'on va retrouver dans les titres des documents et il va utiliser tous les mots qu'on va retrouver dans les abstracts des documents, dans les résumés. Et il va, à partir de ces données-là, essayer de créer des mots-clés qui sont relatifs à ce champ de recherche. Ce sont des mots-clés qui sont créés de manière automatique et c'est pour cela qu'on les appelle les Keyword Plus. Okay? Voilà. Donc là, cette option-là, elle aide beaucoup dans la recherche bibliographique sur Web of Science. Et puis, à côté des mots-clés, ce que je disais tout à l'heure, je vais parler essentiellement de deux choses, des opérateurs de recherche. Lorsque vous faites la recherche sur Google nous donne beaucoup de résultats parce qu'on n'utilise pas les opérateurs de recherche qui sont compris par le moteur de recherche Google. Sur les bases de données scientifiques, il faudra les utiliser parce que ça va vous donner beaucoup de résultats si vous ne les utilisez pas. Et les opérateurs booléens sont en général le AND, le OR, le NOT. Il y a le near et il y a le same. Bon, actuellement, pour le same, ça veut dire la même chose. Il y a des fois, par exemple, lorsqu'on fait la recherche par nom d'institution, et au niveau des institutions en général, surtout ici au Maroc, il y a eu un problème auparavant. Il y a des chercheurs qui recherchaient par... qui publiaient par exemple par FSO ou FSUJDA. Il y en a d'autres qui faisaient UMP, FSUJDA. Il y en a d'autres qui faisaient Faculté des sciences d'UJDA uniquement. Et là, si vous êtes en train de faire la recherche d'un papier qui a une affiliation à UJDA, mais dont l'affiliation n'a pas été écrite correctement auparavant, il faudra utiliser le SAME pour retrouver tous les papiers, par exemple, qui ont été publiés à UJDA, même si les noms d'affiliation n'ont pas été correctement écrits par les auteurs des publications. Il y a le AND, le OR et le NOT, vous les connaissez déjà, et le plus important, c'est ça. Là, ce sont les troncatures. Et les troncatures, en général, on utilise l'astérisque. Le point d'interrogation et le dollar sont également présents sur Web of Science, mais en général, on utilise les astérisques. Pourquoi? Regardez, par exemple, je dirais, lorsqu'on est en train de rechercher, je dirais, quelque chose qui est en relation avec la physique. Ok? Cette chose peut être soit
en fait un terme qu'on va retrouver dans un article. Et le terme qu'on va retrouver dans un article peut être un keyword également. Bon, en général, c'est comme ça que ça marche. Quelque chose qui est en relation avec la physique aura le terme physique dans soit le résumé, soit le titre, soit les keywords. Okay. Mais physique, quelque chose qui est en relation avec la physique peut être physique, physics, physical, physicist. Ok, donc là, il y a plusieurs terminaisons pour un même radical. Et le radical ici, c'est physique. Et à côté de physique, donc à côté du C de physique, on peut ajouter le astérisque pour trouver toutes les terminaisons possibles à ce terme-là et ainsi avoir une large idée sur, je dirais, tous les papiers qui sont en relation avec la physique. Et là, vous pouvez l'utiliser lorsque vous avez un mot-clé qui est en relation avec votre champ de recherche et dont vous n'êtes pas sûr de la terminaison. Et comme ça va vous sortir, je dirais, tous les articles qui contiennent le radical que vous avez donné en mots-clés, plus les terminaisons possibles et qui se trouvent sur le Web of Science. Le Web of Science, également, lorsque vous faites la recherche, il va vous permettre de filtrer l'information. Et lorsque vous filtrez l'information, vous pouvez en fait le faire de deux manières possibles. Il y a la première des choses, en fait, l'utilisation des tris. Et lorsqu'on utilise les tris, c'est l'utilisation classique. Ce sont des tris qu'on va retrouver essentiellement dans la plupart des bases de données. Et lorsqu'on filtre sur Web of Science, on va utiliser à peu près 9 filtres possibles. OK ? Et les 9 filtres possibles, on va les voir tout à l'heure dans la live démo. Puis, vous avez des filtres qui sont plus avancés. Et ces filtres-là ont été conçus essentiellement par les équipes de Web of Science. Et on vous offre essentiellement 17 filtres pour essayer de raffiner davantage votre recherche bibliographique pour en faire sortir les travaux qui vous paraissent les plus pertinents. Et puis, finalement, avant de terminer, il serait très bien, lorsque vous êtes en train de faire de la recherche bibliographique pour la première fois sur un champ de recherche bien déterminé, il serait très bien d'explorer le réseau de citations relatif à un document bien déterminé. Parce que si vous êtes en train de lire un document et que vous n'avez aucune idée sur ce qui s'est passé avant ce document-là et aucune idée sur ce qui s'est passé après ce document, si ce document est relativement ancien, ben, vous allez vous égarer, je dirais, dans votre travail de recherche et ça va vous poser un problème dans, je dirais, la publication d'une recherche que vous allez faire alors que c'est une recherche qui a été déjà faite auparavant. D'accord? Donc là, il faudra toujours avoir une idée sur ce qui est déjà fait, sur ce qui se fait et sur ce qui sera probablement fait. Parce que si vous n'avez pas cette vision-là, vous serez toujours dépassé et là, ben, ça va toujours poser un problème. Et là, le Web of Science, il vous aide à entretenir cette démarche-là en vous offrant la possibilité d'accéder à la fois aux références qui ont été citées par les documents que vous êtes en train de lire, les documents qui ont cité les documents que vous êtes en train de lire, parce que lorsque vous voyez les documents qui ont cité le document d'intérêt, vous aurez une idée sur ce qui s'est passé après. Okay ? Et puis, vous aurez tous les documents qui ont cité les documents qui ont été cités par le papier que vous êtes en train de lire. Et là, ça vous donne également sur les différentes évolutions tentaculaires du champ de recherche que vous êtes en train de traiter. Parce que si par exemple vous êtes en train, je dirais, d'analyser par exemple l'expression d'un tel gène relatif à telle maladie actuellement, ben normalement l'expression de ce gène-là n'est pas relative uniquement à la maladie à laquelle vous vous intéressez. L'expression de ce gène, ou sans silencing par exemple, peut être liée à une autre maladie ou à un autre état de santé bien déterminé. Donc là, il faudra avoir ces idées-là, il faudra avoir une certaine vision relative à ce que vous êtes en train de traiter, à ce que vous êtes en train de rechercher,